Un lieu, deux histoires. Bienvenue dans La Belle Histoire. Nous sommes en baie de Somme. C'est ici à Saint-Valery que Guillaume le Conquérant a armé des centaines de dracars pour partir à la conquête de l'Angleterre. Nous sommes au XIe siècle. Personne depuis n'a réitéré cet exploit. Nous sommes en 1066. 700 navires sont amarrés sur ces quais. 12 000 hommes sont sur le pied de guerre. Ils boivent dans les tavernes, ils attendent les vents favorables et l'ordre de Guillaume le Conquérant. Vous vous rendez compte, à 20 ans, c'est une aventure extraordinaire. Envahir l'Angleterre est un pari complètement fou. Et le duc de Normandie va le réussir en gagnant la fameuse bataille d'Hastings. Mais comment a-t-il pu mener cette flotte incroyable de l'autre côté de la Manche? L'Angleterre est-elle vraiment devenue française avec Guillaume le Conquérant? Ce sera la première histoire de notre émission. Il y a un type qui me dit on va aller conquérir un royaume de l'autre côté de l'eau et puis chacun aura sa seigneurie, aura son château, etc. Ouais. Et on va devenir un baron. Évidemment que j'y Tu vais, vas. parce que voilà, pour avoir le butin. La deuxième histoire devrait vous surprendre et vous indigner. Des milliers d'ouvriers chinois sont venus ici, dans la Somme, pendant la Première Guerre mondiale. Ils rêvaient de liberté, ils voulaient devenir riches. Ils sont morts à la tâche, sous-payés, surexploités et dans l'oubli le plus total. Ça vous touche? Ah oui. Oui, parce que je pense à ces familles qui... Mais qui étaient donc ces Chinois? D'où venaient-ils? Qu'ont-ils vraiment fait pendant la guerre de 14? Et dans quelles conditions sont-ils morts? Ce sera la deuxième histoire de notre émission. Auriez-vous suivi Guillaume le Conquérant en Angleterre Qui a tué les Chinois de Noyelles? avec Myriam Bounafa, avec François Reynard? Vous êtes en baie de Somme, vous aimez la belle histoire, c'est parti. Nous sommes donc en 1066. Les quais de Saint-Valery sont en effervescence. Des milliers de soldats sont sur le pied de guerre, leurs dracars sont armés, prêts à se lancer dans les courants de la Manche. Car deux hommes prétendent au trône d'Angleterre, Guillaume, duc de Normandie, et de l'autre côté de la mer, Harold, comte d'Essex. J'entends Guillaume le Conquérant, j'entends Drakkar. C'est un viking, Guillaume? Guillaume le Conquérant, il est descendant de vikings. Mais comme ça fait longtemps, on l'appelle plus un viking, on l'appelle un normand. C'est-à-dire que quand ils se sont installés en Normandie, les vikings, en devenant des Normands, ils se sont christianisés, ils ont abandonné les dieux Odin, Thor, etc. Ça c'est fini, ils sont devenus chrétiens. Par ailleurs, ils parlent le français, enfin du vieux français, Oui. le franco-normand qui est le patois qu'on parle de l'époque. En fait, en 4 générations, ils se sont complètement fondus dans le pays. C'est une intégration complètement réussie. Et par ailleurs, de l'autre côté de la Manche, il y a aussi des vikings qui se sont installés. Donc le trône d'Angleterre, il a toujours aussi appartenu plus ou moins à l'équivalent des Normands en France, hein, les Danois, les anciens, qui sont des anciens vikings qui aussi ont fait souche. C'est au bas de la ville médiévale de Saint-Valery, dans cette tour dont il ne reste que des pierres, que 2 ans plus tôt, Harold avait promis à Guillaume le trône d'Angleterre. C'était un ordre du roi. Mais à la mort du roi, Harold, au lieu de s'effacer, s'empare du trône. Pas question que ce bâtard de Normand mette les pieds en Angleterre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour Guillaume? Ah bah voilà, c'est très fort. Je veux dire, on ne tient plus parole, le serment de fidélité est cassé, etc. Donc là, c'est guerre automatiquement. Automatiquement. Harold n'a pas respecté sa parole, il y a parjure. C'est avec l'aval du pape que Guillaume déclare la guerre. 12 000 hommes vont répondre à l'appel de Guillaume, des milliers de paysans, des chevaliers, des barons, à court de toute la France. Et là, à ce moment-là, je veux dire, quand je te demande qui est Guillaume le Conquérant, est-ce que c'est quelqu'un avec une aura hors du commun et qui va être super entouré? Qu'est-ce qui fait sa légitimité ici pour pouvoir... C'est un grand chef de guerre. Donc c'est pour ça que les gens vont avec lui en disant lui il va être victorieux, il va gagner, et comme il va gagner, je pourrais me faire une part du butin. Et la part du butin, ça s'appelle l'Angleterre. Enfin, c'est-à-dire, je me prends mon fief, je me construis mon château, je me fais ma seigneurie, etc. C'est ça l'idée. Voilà, ça c'est la page de Saint-Valery. En fait, voilà. Il leur promettait des terres, des chevaux en Angleterre, etc. Ils auraient pu bâtir, donc en fait, ça débobine. Donc les gens étaient Ah, très... c'est ça qui les a motivés. Oui. Je veux là-bas de la terre un domaine avec une tour, tour, oui. Et pour femmes, quelques riches Saxons. Oui, c'est Ah, mais ça fait rêver en fait. Voilà, C'est pour c'est ça ça. qu'ils se bousculent. Vous vous rendez compte, à 20 ans, c'est une aventure extraordinaire. Hein. Traverser la mer, aller dans un pays qu'on ne connaît pas, affronter des Housecarls. Pour un jeune, c'est formidable. Hein.
Mais partir pour l'Angleterre, c'est toute une stratégie, une conquête que depuis César, personne n'a réussi à mener à terme. Pour Guillaume, pas question d'échouer. Il y aura donc 2 étapes, Dives et Saint-Valery-sur-Somme. Donc si vous voulez, Dives était pour lui un port d'arsenal idéal, où il a pu construire ses bateaux, où il a pu armer les bateaux, où il a pu charger les bateaux en toute tranquillité. Et Saint-Valery était lui un port d'invasion, c'est-à-dire que ça servait d'étape, si je puis dire, pour la dernière ligne droite. 6 mois que Guillaume attend ce moment. Sur ces rives, il faut imaginer plus de 700 dracars, des milliers d'hommes et des chevaux prêts à partir. Tous les dracars sont là. Les dracars sont, à mon avis, échoués ou tout simplement remontés sur la terre, puisqu'avec des rondins et de la graisse, ils faisaient rouler les bateaux qui avaient des fonds plats. Tous sont prêts à partir, sauf les vents. Sans vent du sud, impossible de prendre la mer. 12 000 hommes stationnent et s'impatientent. L'excitation de la conquête laisse place au doute. Guillaume doit tenir ses hommes. Bon, en plus, c'était des gens, forcément, c'était des rustres. Hein, c'était, Des costauds. ouais, Et des comment il a costauds. fait alors? Et bien, justement, avec son charisme, etc., il les a dopés et tout. Puis c'était quand même quelqu'un d'assez simple, Guillaume le Conquérant, qui près de ses hommes, hein, on va dire. C'était pas d'accord. quelqu'un de très... Il n'est pas hautain, Voilà. il est avec ses hommes. Guillaume est très pieux et très charismatique. Il arrive à contenir la violence de ses hommes, mais le temps s'éternise. 2 semaines déjà que la flotte est bloquée. La situation devient catastrophique. Il ne reste qu'une solution. Invoquer les dieux. Les fameuses reliques de notre saint Saint-Valery. patron, Saint-Valery, qui était un guérisseur qui faisait un peu des miracles. Et donc, ces reliques avaient toujours ce caractère Un peu magique, quoi, un peu miraculeux. miraculeux. Car c'est bien d'un miracle dont Guillaume a besoin. Il y a 10 siècles, sur ces mêmes reliques, il va jouer son va-tout. Donc, ils organisent une grande procession devant toute sa flotte et toute son armée à l'échouage pendant une journée entière. Et ça, c'est important, C'est l'impact psychologique. Bah oui, pour ça a l'air quinqué en disant le ciel est avec nous. Hein. Et le lendemain, les vents, pouf, ils ont tourné sud-est. Et c'est le coup d'envoi. Les 700 dracars lèvent les voiles. Guillaume, ses 12 000 hommes, 2000 chevaux partent à la conquête de l'Angleterre. 80 km à travers la Manche qui seront engloutis sans dommage en une seule nuit. Au petit matin, Guillaume touche terre à Pévenze. Il veut débarquer le premier. La petite histoire dit que Guillaume, quand il est arrivé là-bas, il est tombé. Non. Ouais, enfin, quand il a sauté du bateau, il est tombé dans la vase, enfin dans ce que vous pouvez voir actuellement là. Un mauvais présage pour ce chef de guerre. Guillaume le bâtard trébuche sur le sol anglais devant ses hommes, devant son armée. Le symbole aurait pu être catastrophique, mais Guillaume, avec beaucoup d'à-propos, saura retourner la situation à son avantage. Et Guillaume, tout de suite, pour conscient, si vous voulez, de l'événement, a ramassé dans chaque main de la terre d'Angleterre qu'il a, si vous voulez, levé en signe de victoire en prononçant son célèbre cri par la splendeur Dieu. Et il a laissé entendre qu'il venait de prendre la terre d'Angleterre à bras-le-corps et à pleine main. Tous sont sur le pied de guerre. La bataille d'Hastings peut commencer ce 14 octobre 1066 et elle sera terrible. 12 000 hommes de chaque côté. Cette bataille a quand même été très dure, puisque les Anglais sont très bien défendus. Une bataille qui a duré toute la journée, comme c'est le cas des grandes batailles du Moyen-Âge. C'est une journée, donc on commence le matin et au soir, on sait qui est vainqueur. L'armée d'Harold est la mieux préparée. Elle domine les hommes de Guillaume du haut d'une colline. Guillaume s'appuiera sur ses points forts, ses archers et sa ruse. C'est là qu'on voit le grand tacticien, là on est dans la tactique militaire. Et Guillaume se dit, si je veux les affaiblir, il faut que je les fasse descendre de leur colline. Et donc il y aura des fuites simulées, des fausses fuites. Les textes nous disent clairement, les Normands vont faire mine de fuir, les Anglais vont descendre et vont se faire massacrer. Finalement, dans une bataille comme celle-là, il y a 2 chefs, il faut qu'il y en ait un qui meure. Et donc, il se dit, il faut que je tue Harold. Et ils vont faire un commando, ils vont pénétrer à travers les lignes. Le premier va lui trancher la tête, le second va le percer à la poitrine, le troisième va lui couper la jambe, et voilà, il est mort.
Guillaume le Bâtard entre donc dans l'histoire, on l'appellera désormais Guillaume le Conquérant. Harold tué, il peut désormais accéder à ce trône qu'on lui avait promis. Le nouveau roi deviendra l'un des plus puissants d'Occident. Après lui, Napoléon et Hitler tenteront eux aussi d'envahir l'Angleterre, sans jamais y parvenir. En résumé, on a un Normand qui prend la tête de l'Angleterre, mais aujourd'hui, l'Angleterre, elle est anglaise. Enfin, il n'y a plus de traces des Français. Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'Angleterre anglaise d'aujourd'hui, elle est le produit de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'elle est un peu anglaise et elle est un peu normande. Ça, c'est extrêmement important. Les rois d'Angleterre, pendant très longtemps, ils vont parler le français. Par exemple, la célèbre devise de l'Angleterre, « Dieu est mon droit hein, », c'est du français, c'est « Dieu est mon droit », c'est une phrase française qu'on retrouve. C'est une phrase française qui est marquée sur toutes les mairies, etc. en Angleterre. Aujourd'hui encore ? C'est marqué en France, bien sûr. Mais la chose qui est très intéressante, c'est qu'à l'inverse, les rois d'Angleterre, puisqu'ils descendent d'un Normand, ils ont toujours pensé que le trône de France, c'était un peu à eux aussi. Ils se sont sentis des liens. Ah oui. Ils se disent toujours duc de Normandie. Élisabeth II, elle est duc de Normandie, Ah ouais. Duchess of Normandy. Ça veut dire qu'il y a des liens qui sont très forts entre ces deux pays et qu'à bien des moments de l'histoire du Moyen-Âge, il y a des rois qui ont essayé de faire l'union entre les deux. Il y a des rois qui se sont dit on va faire une double monarchie, ça va être un seul grand pays. On aurait pu vivre dans un seul grand pays qui se sera appelé, je ne sais pas comment, la Frangleterre ou quelque chose comme ça. Voilà. Tu serais monté toi sur le dracard de Guillaume le Conquérant ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'avais la mentalité de l'époque et si j'étais un cadet de famille, ça veut dire que je ne suis pas sûr d'avoir la seigneurie de mon père, etc. Parce qu'évidemment, je me vois comme un noble, je ne me vois pas comme un paysan, on est d'accord. Bien sûr, on est D'accord, si c'est un paysan, on ne se pose même pas la question. Pas la peine, D'accord. Donc si je suis un noble Hors et si je suis propos. un cadet, là, il y a un type qui me dit on va aller conquérir un royaume de l'autre côté de l'eau et puis chacun aura sa seigneurie, aura son château, etc. Et on va devenir un baron. Évidemment que j'y Tu vais, vas. parce que voilà, pour avoir le butin. Alors Ouais. évidemment, le butin se fera en écrasant des pauvres gens qui n'ont rien demandé. Mais enfin, ça, c'était la loi de Non, l'époque. mais l'important, c'est que tu me fasses un château là-bas pour que je L'important, vienne te c'est que voir. j'ai un château là-bas et que tu deviennes ma baronne d'Angleterre. Ah, j'adore, j'adore. Tu vois, c'est dommage que le temps passe. La deuxième histoire de notre émission va vous plonger dans l'horreur de la Première Guerre mondiale. Le front manque de main-d'œuvre. Les Anglais ont transformé Saint-Valery en port militaire. Ils vont enrôler des Chinois pour les tâches les plus dures derrière le front. Nous sommes au cimetière de Noyelles-sur-Mer, à quelques kilomètres de Saint-Valery. C'est le plus grand cimetière chinois en Europe. Et personne ne prend la peine de raconter l'histoire terrible des pauvres gens qui sont enterrés ici. Qui sont ces Chinois? Qu'ont-ils vraiment fait ici pendant la guerre de 14? Pourquoi sont-ils morts dans l'oubli? C'est la deuxième histoire de notre émission. Nous sommes donc pendant la Première Guerre mondiale. Le front s'éternise et s'enlise dans l'horreur. Noyelles est un quartier général britannique. C'est ici que 130 000 Chinois vont débarquer de Hong Kong ou de Shanghai. Tous sont venus à l'appel des Français ou des Anglais pour prêter main forte aux armées. Ils sont censés rester à l'arrière des fronts, loin de la guerre. Mais en réalité, ce sera le début d'un véritable cauchemar qui commence dès leur départ de Chine. Ça a duré 3 mois à l'époque, la traversée. Et c'est là que, dès le départ, ils ont compris quel serait leur pain quotidien. C'est-à-dire que dès le départ, on les a parqués dans les cales des navires, sans aucune hygiène, sans rien, enfermés, avec des grilles. À partir du moment où ils ont embarqué, ces gens-là ont été perdus. Ça devait être dur, j'imagine que ces 40 jours, 40 nuits, ça devait être difficile pour eux. Qu'est-ce qu'il en disait? Comment s'est passé le trajet entre la Chine et ici? C'est long, c'est horriblement long. Marie-Claude est la petite fille d'un de ces migrants. Son grand-père, Yen Paoyong, faisait donc partie de ces Chinois. Il a vécu la guerre dans ces camps de travailleurs. C'est un des rares qui a survécu. Il a épousé une Française. Il lui a fait 6 enfants. Quand il est mort, Marie-Claude, sa petite fille, avait 12 ans. Il n'a jamais parlé de cette période de sa vie parce qu'elle était très douloureuse. Et il y a cette barrière de la langue qui fait que on n'en a jamais parlé. D'où je viens, qui je suis. Je pense que c'est important, mais pour tout le monde, pas que pour moi. Je pense que chaque être humain, il a besoin de savoir d'où il vient. Qu'est-ce que la Chine vient faire ici pendant la Première Guerre mondiale? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens n'ont pas en tête l'idée que la Première Guerre mondiale, elle est mondiale. Donc non mais ça paraît tout le monde, tous les Français, ils pensent que la Première Guerre mondiale, c'est une histoire c'est la France face à l'Allemagne. Non, c'est une guerre mondiale. Donc presque la plupart des pays du monde sont investis dans cette guerre. Donc cette Chine,
Elle se dit, il y a une guerre mondiale, il y a les Français, les Anglais, les Allemands qui se battent, il faut qu'on se mette d'un côté ou d'un autre, parce que peut-être que si on se met du côté des vainqueurs, on aura à gagner après, hein, c'est toujours ça l'idée qu'il y a dans la tête. Et ils se disent, bon, on ne va pas envoyer de soldats, mais on va plutôt aller du côté des Français et des Anglais, et on va leur envoyer des troupes de travailleurs. Et la Chine a accepté d'envoyer des contingents de ce qu'on a appelé plus tard les coolies en Angleterre, de Chinois venant de tous horizons. Donc il y avait aussi bien, ils en ont profité pour vider les prisons d'un côté, de l'autre côté c'était des jeunes paysans qui avaient été un petit peu, je dirais, aguichés par les contrats, les pseudo-contrats qu'on leur proposait. Les contrats qu'on leur fait signer sont inhumains. Ils ne prévoient aucun congé, hormis le nouvel an chinois. Ils sont payés 1 franc par jour. C'est mieux que la misère en Chine, mais c'est un véritable piège pour ces Chinois qui pensaient faire une bonne affaire. Ils vivaient, c'était des camps, c'était des cabanons de tôle ou de toile. Ils travaillaient 7 jours sur 7, 10 heures par jour, quel que soit le temps. Vous pouvez imaginer ce qu'ont vécu ces gens-là en plein hiver. Il faisait moins 5, moins 10 degrés dans ces immenses marécages. C'était des marécages où ils mouraient de froid, de maladie. 20 000 sont morts de la grippe espagnole. Ça a été un calvaire. Mais le plus dur, c'est sur le front. Il n'était pas prévu qu'ils s'y exposent, mais dans les faits, c'est là qu'ils se rendent. Ils font toutes les basses œuvres, nettoyer, ramasser les douilles et les cadavres. Quand on regarde un petit peu ce qu'a été la guerre 14-18, déminer, par exemple, enlever les douilles d'obus sur un terrain, ce ne sont pas des centaines, ce sont des millions de douilles à ramasser au milieu des cadavres, dans la boue, voilà. Rien ne stipulait dans leur contrat qu'ils devaient travailler dans les tranchées. Il n'y a rien qui le stipule. Votre grand-père, il est allé sur les tranchées? Je pense qu'il y est allé. Il y aurait fait quoi dans les tranchées? La plupart du temps, c'était pour déterrer les morts et aussi, tracer les tranchées. Il en a parlé? Il en a parlé, mais très peu, je vous dis. Ça, c'était. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'on sait? Que c'était du sale boulot, que c'était quelque chose de tragique, quelque chose d'inavouable à la limite. Au milieu de ces champs, il faut donc imaginer un camp de 35 hectares où logent en permanence 3000 Chinois. À l'écart, un hôpital psychiatrique toujours plein et une prison. Car les Chinois n'ont pas le droit de quitter le camp. Les sanctions sont très dures. Cela va du fouet à la peine de mort, exécutés et parfois même décapités. Les travailleurs deviennent donc prisonniers, reclus dans une vie proche de l'esclavage. Quand un Chinois décédait, rien n'était reversé à la famille. En fait, quand on finit par déchiffrer tous ces codes-là, on se rend compte que ces gens-là ont été exportés, emmenés ici, traités comme des prisonniers de guerre. Et quand ils ne pouvaient plus servir, ou qu'ils ne servaient plus du tout, ou qu'ils étaient blessés, alors là, on leur coupait les vivres, ils n'existaient plus. Pourtant, les mois passent et la vie s'installe. Dans les camps des Chinois qui ne parlent pas un mot de français, et de l'autre côté des palissades, des campagnes et des villages dévastés par la guerre. Entre les deux pourtant, des liens commencent à se tisser. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'hommes dans les villages. Où il y avait un homme ou deux qui gardaient un village, il y avait les enfants et les femmes. Alors ils avaient organisé des hectares de jardins potagers autour du camp de Noyelles pour survivre. Et finalement, de fil en aiguille, c'est grâce à ces jardins potagers que s'est créé, je dirais, une petite circulation d'idées, de partage avec les habitants de Noyelles, parce qu'ils échangeaient des légumes contre des fruits. Quand on repense aux rencontres avec les Français des villages, il faut bien se dire qu'ils ne parlaient que le chinois. Donc c'était vraiment des rencontres qui ne pouvaient être que symboliques. Bonjour. À l'époque, Michel Le Tocard, le maire de Noyelles, n'est pas encore né. Les mémoires qu'il raconte, c'est de sa mère qu'il les tient. J'ai en mémoire un épisode de la présence des Chinois dans les années de leur arrivée en France. C'est qu'ils étaient très friands de pommes. Ça, c'est votre maman qui vous l'a dit? C'est ma maman et plusieurs personnes de sa génération qui ont en souvenir que les Chinois chapardaient les pommes, les pommiers. Donc c'était un peu la zizanie dans le village, se voir prendre ses pommes par les Chinois. Par contre, il y a eu des métissages, hein. Il y a eu des mariages mixtes. Ah, il y a eu des... Oui, la preuve, il y a encore des descendants dans la région, en particulier dans la région de Conty. Ça, c'est Comment possible, ces rencontres étaient possibles? Vous savez, la nuit est propice à tout. Hein.
Avec les picards, bon, on sait jamais quoi. Ben oui, mais c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En se remettant dans le contexte de l'époque, les femmes n'étant pas émancipées, je peux vous dire qu'à l'époque, en 1918-1919, s'enfuir avec un gars comme ça, se faire répudier de sa... Il fallait être drôlement courageux. La grand-mère de Marie-Claude s'est battue pour que son homme ne soit pas renvoyé en Chine. Un combat qui a commencé ici, sur cette terre qui abrite désormais le plus grand cimetière chinois d'Europe. Plus de 800 tombes, noyées au milieu des champs de maïs. Des centaines d'hommes qui ne retrouveront jamais leur pays et leur famille. C'est la première fois que Marie-Claude se rend à Noyelles. Elle a fait plus de 600 km pour venir ici, à l'endroit où il y a presque un siècle travaillait son grand-père. C'est là qu'on regrette de pas avoir appris la langue, pour ne serait-ce pouvoir comprendre tout ce qu'il y a d'inscrit. 800. La plupart de ces Chinois sont morts dans l'oubli, morts de fatigue et de cette terrible tragédie qu'a été la grippe espagnole de 1917. Il y en a beaucoup qui vont mourir, la plupart de ceux qui sont ici meurent de la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est à la fin de la guerre, en 1918, il y a une pandémie, une maladie qui se répand dans le monde entier et qui va toucher, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu un chiffre qui disait que cette grippe espagnole, elle a touché 70% des humains. 70% des humains, d'accord ? Tout le monde n'est pas mort, hein, mais elle a touché, d'accord ? Et donc, voilà, nos malheureux travailleurs chinois qui avaient été super mal nourris, qui avaient des boulots épouvantables, qui étaient à un niveau d'esclavage, et ben, il y en a plein qui sont morts de la grippe espagnole. Puis il y en a aussi déjà très faible, quoi. parce qu'ils étaient très mal nourris, ils étaient très faibles, etc. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Sur chaque tombe, pas de nom, juste quelques caractères chinois impersonnels. La mort dans l'anonymat le plus cruel. Sur les tombes, on voit des numéros, hein. On voit pas des noms. Sur les premiers, il y a des noms. Il y a des noms ? Sur les premières stèles, il y a des noms. Là, il y a des épitaphes en anglais. A noble duty bravely done. Un noble devoir bravement exécuté. Ça vous touche? Ah oui. Oui, parce que je pense à ces familles qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de connaître de vivre des instants comme j'ai vécu avec mon grand-père. Qu'est-ce qu'on sait de ceux qui sont restés en France? Mais rien, justement, moi je sais rien. Je sais qu'il serait, il y en aurait 3000, il y aurait 3000 Chinois qui seraient restés en France, mais où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait pas. Je ne peux pas prédire, je suis tellement brassée. Et en même temps, tellement contente d'être là. C'est vrai? Ouais. Le dernier survivant de ces travailleurs chinois est mort en 2002 à La Rochelle. Il avait 105 ans. Les Chinois de Noyelles ont marqué quelques esprits. Mais pas les mémoires. Il flotte autour de ces milliers de morts, un silence assourdissant, presque teinté de mépris. Le cimetière de Noyelles est peuplé de fantômes et personne ne pense à leur rendre hommage. Ils auraient mérité d'être traités à l'égal des militaires, même s'ils n'étaient pas là dans un but militaire. Ils auraient mérité largement d'être traités comme tout militaire se doit d'être traité à la fin d'une guerre, c'est-à-dire avec un maximum de reconnaissance et de respect. Pourquoi ces Chinois ils sont morts dans l'oubli? Un pays, il a toujours envie de célébrer ses soldats. Pourquoi dans les mentalités de cette époque-là, le travailleur, c'est pas bien, c'est pas. Ouais, c'est bas de gamme, quoi. Voilà. On l'oublie. Je pense que ce qui va se produire, probablement, c'est qu'avec le développement du tourisme chinois, etc., je pense que voilà, il y a des Chinois qui sont intéressés de venir voir ce qui se passe ici. Et du coup, ils pourraient peut-être sortir de l'oubli maintenant ou un siècle après. Ça, je crois.
je pense. Et puis en plus, il y a l'autre chose, c'est qu'on arrive en 2014, donc aux commémorations du centenaire, donc il y aura plein d'opérations partout. C'est bien évident qu'aujourd'hui, avec les mentalités modernes, ce cimetière de Chinois qu'on a oublié pendant 100 ans, maintenant on va le redécouvrir et les gens vont venir le voir. Parce que les historiens s'intéressent à ça, ils s'intéressent à toutes les facettes de l'histoire dont on ne parlait pas avant. Il faut, parce que là, l'histoire a vraiment été oubliée. Oui, oui, tout à fait, et elle est intéressante. D'accord. Nous quittons cette baie de Somme et ses déchirures où décidément depuis Guillaume le Conquérant, le destin des Anglais et des Français s'est intimement mêlé. La prochaine fois, un autre lieu, de nouvelles histoires.